Merci, oui, un grand merci à toutes les sociétés pédiatriques réunies ici pour cette invitation, cette opportunité donc de faire le point sur cette douleur qui, on va le voir, où on est parti de loin, donc voilà, nous avons d'abord les liens qui pourraient être des conflits. Et après, donc en effet, on voit qu'on est parti de loin. En effet, comme vous le savez, ces 20 ans ont fait beaucoup progresser, puisqu'en effet, donc, dans les traités de pédiatrie, dans les traités d'anesthésie, dans les traités chirurgico-pédiatriques, le chapitre douleur était largement absent, alors que maintenant il est systématiquement présent. Et en effet, donc on a pu régulièrement, quotidiennement, pratiquer sans scrupule, sans état d'âme, donc de la chirurgie, on va voir le canal artériel chez les nouveau-nés, les amygdalectomies, l'ablation de prépuce et tout ce que vous connaissez qui est largement invasif et qui mérite une véritable analgésie. Donc là aussi, c'était sous-tendu par, en effet, toute une bonne conscience qui se basait sur des données pseudo-scientifiques, où en effet on pensait que l'immaturité neurologique de l'enfant, du jeune enfant, le protégeait de la douleur. Et on sait maintenant l'inverse, qu'au contraire, cette immaturité va plus dans le sens de l'immaturité des mécanismes inhibiteurs de la douleur, et donc là il y a un renforcement chez le tout petit de cette perception et de la transmission douloureuse. Et que là aussi, on avait aussi la bonne conscience d'imaginer et de vouloir croire qu'il n'y avait pas de conséquences, qu'on ne mémorise pas, et on va voir que là aussi, ça a été tout à fait invalidé. Et puis aussi les praticiens, les professionnels étaient démunis. Les médicaments, la morphine, c'était interdit parce qu'on allait leur provoquer des dépressions respiratoires, on allait les rendre toxicomanes, ces enfants à qui on allait donner des morphiniques. Et puis aussi, on avait aussi la crainte, on va le voir, de masquer un diagnostic, parce qu'en effet, si on donnait du paracétamol à un enfant, on pouvait plus, qui avait mal au ventre, on ne pouvait plus faire le diagnostic d'appendicite. Donc là, on va voir que cette douleur avait aussi un substrat, enfin, la valorisation de la douleur, il y avait un substrat culturel, qu'en effet, dans nos civilisations judéo-chrétiennes, en effet, nos souffrances sur terre nous permettaient d'aller sûrement plus vite au paradis, et que là aussi la douleur, c'est bon, ça forge le caractère, car le buisson d'épines de la vie est en effet difficile, comme on nous l'a répété. Et ne pas oublier aussi que les punitions corporelles, le stick, le fouet, le martinet, les coups de ceinture ont quand même largement des méthodes éducatives qui ont même été toute une série d'ouvrages à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle, sur comment éduquer des enfants avec des punitions corporelles. Et je vous rappelle que de par le monde, ça continue, que cette douleur est omniprésente dans l'éducation des enfants. Et encore une fois, donc c'était le diagnostic. Enfin, autre élément déstabilisant, autre problématique, c'est que cette douleur, quand on voit la définition, eh bien, on ne s'y retrouve pas. D'accord, c'est une sensation, mais c'est aussi une émotion. Une émotion, qu'est-ce que c'est qu'une émotion quand on est médecin, docteur, qu'on veut faire de la science, qu'on veut que ce soit reproductible qu'est-ce que c'est aussi le problème quand il y a une lésion tissulaire, d'accord, on voit, c'est pour faire une fracture, mais tout simplement, ça peut être potentiel. Il n'y a pas besoin de lésion pour que le patient soit douloureux. Et enfin, dans les problèmes spécifiques à l'enfant ou aux autres patients dyscommunicants, c'est qu'il faut qu'ils nous le disent, qu'il nous décrivent sa douleur. Et en effet, donc, chez l'enfant qui ne maîtrise pas le langage, ça va poser un problème. Autre élément, encore une fois, nous avons vu ce côté subjectif, il n'y a pas de marqueur biologique, radiologique, même si sur des IRM fonctionnels, maintenant on va voir les choses de manière un peu plus précise, et encore. Et donc là aussi, ça nous déroute. Et là aussi, on n'était pas dans la science, on n'était pas dans la médecine. La douleur, c'était les bonnes âmes, c'était pas les docteurs.
Et enfin, encore une fois, il faut rappeler que cette douleur, notre état psychique, va largement en moduler la perception, l'intensité, et là aussi, tu vas voir cette grande variabilité qui va nous dérouter, et que chez l'enfant, justement, anxiété et douleur sont un couple très solide et en permanence. En effet, il y en a qui vont dire mais non, c'est de la peur, mais non, c'est de la douleur. Et en réalité, plus on a peur, plus on a. Toute une série d'études l'ont bien montré. Et c'est là aussi que des méthodes simples, des méthodes non pharmacologiques, la distraction, l'hypnose va largement améliorer les choses, va être très, très efficace. Et que, autre élément déstabilisant, c'est le fait que cet effet placebo, vous savez, là, quand notre cerveau va libérer toute une série de substances endogènes, des morphines-like, des endomorphines, qui vont avoir un effet tout à fait, qui vont soulager. On sait même que nos antalgiques, le paracétamol ou la morphine, la façon dont on va présenter l'action antalgique est au moins à 30% liée à la manière à cet effet placebo. Et inversement, l'effet placebo est aussi très présent dans notre pratique quotidienne, la manière dont on va présenter les médicaments, dont on va présenter les interventions par le biais de l'anxiété, va inversement antagoniser les effets antalgiques. Alors justement, la révolution, c'est ces années 80, et donc là il faut saluer trois grands pionniers, et on va insister donc sur Annie Gauvin-Picard et sur le docteur allemand. Et Patrick Macgrath aussi c'était donc vous avez vu la grille Khéops à Limoges, oui, il a toujours été c'est Patrick Macgrath qui l'avait. Et donc c'est la première fois, on voit avec Annie Gauvin-Picard, que chez les enfants qui parlaient pas, qui se réveillaient, on a montré que scientifiquement, l'observation comportementale de différents comportements, un seul comportement était insuffisant, et bien on pouvait mesurer, évaluer la douleur. Alors, docteur Annie Gauvin-Picard, pédiatre et psychiatre. Et c'est vraiment la première en France et au monde, parce que là aussi avec Patrick Macgrath, elle a été vraiment qui s'est intéressée à la douleur. Elle travaillait avec Gustave Roussy, donc en oncologie pédiatrique, et elle a fait donc 300 vidéos. On voit que la vidéo est essentielle pour observer le comportement de l'enfant, et elle a mis au point, elle a montré la sémiologie très fine de la douleur chez l'enfant. Et ces enfants trocales, justement, c'était le titre tout à fait symbolique. Elle lui a aussi montré que des enfants qui étaient en repli, des enfants qui n'avaient aucune interaction avec l'extérieur, eh bien ces enfants pouvaient être des enfants particulièrement douloureux, et le tableau d'atonie psychomotrice a été mis en lumière grâce à cette grille. Et là, vous voyez dans cette vidéo, il y a aussi un moment terrible dans ce film qui a marqué tout le monde, où on voit cet enfant brûlé 30 jours, avec un bain de brûlé, elle se fait houspiller, disputer par les soignants parce qu'elle pleure, parce qu'elle crie. Et ça, c'est des choses quand même que nous avons tous connues, que nous connaissons encore tous. Et là aussi, donc, ce film a été un vrai séisme pour beaucoup d'entre nous. Et le docteur Allemand, vous avez vu, qui est d'origine sikh, après il était à Oxford, après il était à Boston, et maintenant il est à Austin. Et là, vous voyez, en 87 et 88, un tiercé gagnant, puisqu'il va publier dans l'Ancet, dans le New England et dans le British Medical Journal. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Là aussi, autre séisme, et ben voilà, il montre que des prématurés ou des enfants dans une chirurgie néonatale, on va comparer à un groupe témoin. Le groupe témoin, c'était la pratique habituelle de l'époque, c'est-à-dire on n'endormait pas ces enfants, on leur les curarisait et on leur mettait du protoxyde d'azote. On voit que le protoxyde d'azote, certes, ça rend de grands services pour des ponctions et des attractions cutanées, pour une thoracotomie, pour un canal artériel, c'est évidemment de la chirurgie sans anesthésie. Eh bien, il a montré que soit si on mettait du fentanyl, soit si on les endormait, eh bien, les complications métaboliques ou le stress lié au catabolisme et tous les dosages de lactate et de pyruvate qu'il a pu faire, eh bien, quand on les endormait ou quand on leur donnait du fentanyl, eh bien, il y avait de grosses différences, voire même en termes de, non seulement de morbidité, mais de mortalité. Et puis, il a, dans ce grand, magnifique papier du New England, en 87, il a repris toutes les données éparses de la littérature, de la neurophysiologie, de la pharmacologie, de la néonatologie, où il a montré en effet que la douleur était présente, que les influx nerveux étaient capables, le système était capable d'être transmis au cortex, même chez les petits et les très petits.
Autre papier qui est aussi une grande révolution, ça a été un peu plus tard, donc Anne Taddeo, pédiatre à Vancouver, qui a montré que des enfants qui avaient été circoncis, comme vous le savez probablement aux États-Unis, 60-80% des petits garçons sont circoncis au 3e jour, pas du tout pour les raisons religieuses que nous connaissons, mais là parce que c'est la culture américaine. Une grande majorité se fait sans anesthésie au 3e jour par les obstétriciens. Et bien on voit, quand on les vaccine, quand on observe leur réaction à la douleur 4 mois après cette circoncision, on voit que les réactions sont très différentes. On voit que ceux qui n'ont pas eu de circoncision, ben, ils ont des réactions les plus basses. Ceux qui ont eu de l'EBLA après l'anesthésie ont des réactions intermédiaires. Et ceux qui ont été circoncis classiquement, donc sans anesthésie, donc, parce que là, il y avait un placebo, disons. Dans cette étude initiale, on comparait l'EBLA, les bénéfices de l'EBLA sur la circoncision, ben, ouais, ils ont les scores les plus élevés. Ça veut dire que 4 mois après cet événement nociceptif majeur qu'est la circoncision, le système nerveux central de ces enfants garde une mémoire, une trace de ce qui s'est passé, et donc les conséquences là sont objectivées et objectives. Je voudrais aussi rappeler la place importante qu'a eu Stanislas Stankiewicz, rescapé des ghettos de Varsovie, du ghetto de Varsovie, de Bergen-Belsen, qui arrive en France à la Libération, qui est interne des hôpitaux de Paris, qui est directeur de recherche à l'INSERM, qui est pédiatre et psychiatre, qui a connu la pédiatrie dans les années 60 à Paris. Il était interne donc, notamment chez Delon à Saint-Vincent-de-Paul. Il s'est intéressé évidemment aux marques, aux oubliés de la médecine, aux anorexiques, aux polyhandicapés, à l'adolescence, aux délinquants, à la maltraitance institutionnelle et aux droits des enfants, en effet, il a repris ce qu'il avait connu avec le grand pédiatre Korczak du ghetto de Varsovie, tout ce qu'il a pu faire autour du droit, le respect du droit des enfants. Et en effet, il a dit, comme il savait le faire de manière assez crue, et en effet, il a dit dans la préface qu'en effet, il savait que depuis 20 ans que les médecins ont commencé à percevoir ce que savaient très bien les enfants, les jeunes infirmières, les jeunes étudiants en médecine, à savoir que les hôpitaux pour les enfants étaient de véritables lieux de torture, là aussi. Le verre est certes à moitié plein, mais il y a aussi il y a à moitié vide, et il y a cette pardon quand on a connu cette époque-là. Revenons un peu sur le fil conducteur de l'évolution de la médecine. Dans les années 70, on sauve les enfants, il y a la réelle anesthésie qui fait d'énormes progrès, on sait les ventiler, on sait les nourrir. Et en 80, il y a les psys qui arrivent, il y a les parents qui rentrent en scène, avec tout ce qu'on a connu, sur la qualité de vie, sur le bébé est une personne, sur le droit de l'enfant au respect. Alors, on voit aussi des interventions qui maintenant sont gravées dans la loi. Et en années 90, c'est la douleur qui rentre en scène. Et après, dans les années 10 ans après, donc on va dire que les soins palliatifs émergent alors. Donc on va créer donc Pédiadol dans la fin des années 80, et là donc c'est un groupe multidisciplinaire, des médecins, des pédiatres, des anesthésistes, mais aussi des infirmières, des puéricultrices, parce qu'on sait que ce sont elles qui ont le fer de lance un peu, qui ont sensibilisé les médecins, qui étaient, comme on l'a vu, assez démunis, qui ont dit mais il faut faire quelque chose, ils étaient en première ligne dans ces douleurs des soins. Et donc, et Francis Beckmans, en effet, fait partie de ces pionniers du groupe Pédiadol. On a fait des journées UNESCO. Là aussi, on était très surpris parce qu'on attendait à 400 personnes au départ et on a eu 1400 personnes. La salle a été vite débordée. Vous voyez, le flou était largement mûr. Et là aussi, ce qu'on a pu mettre en lumière, l'originalité finalement, c'est la douleur des soins, autant la douleur du cancer, la douleur post-opératoire, c'était des entités relativement connues, mais la douleur des soins, la douleur au quotidien, ça c'est la pédiatrie, c'est le milieu pédiatrique qui a pu le mettre en lumière. Et là, la pédiatrie devenait, finalement, autant on était des mauvais élèves, comme on l'a vu là, mais je pense, des meilleurs élèves que l'adulte, parce que quand on voit ce qui est fait actuellement au quotidien et maintenant ce qui est acquis en pédiatrie, et bien aussi, je pense qu'on a des leçons peut-être à donner au milieu adulte. Donc dans ces journées, en effet, là aussi, c'était du pratico-pratique, et on va voir que le mélange d'oxygène-protoxyde d'azote a été une révolution. Et les films, en fait, la vidéo, on va en voir, je pense, tout à l'heure, quand on a vu
comment ça peut bien se passer. Et bien, c'est très difficile quand on rentre dans son service de continuer à utiliser ou ne pas utiliser les anciennes pratiques. Il y a eu même en 1998, on a fait une enquête avec les directions de la santé, une enquête nationale, un média national fait sa une sur la douleur des enfants qui pourrait être améliorée. En 2002, en 2005, le deuxième plan Kouchner, le deuxième plan douleur, et bien la douleur de l'enfant apparaît dans les priorités, donc la douleur provoquée. C'est là qu'on va créer aussi le Seigneur pour la douleur de l'adulte, la douleur provoquée de l'adulte. Et en effet, la douleur de l'enfant fait partie du tiercé gagnant, j'espère, et on va parler aussi de la